Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Hevels, préenregistré le 7 avril 2016, diffusé vendredi 1er juillet de 18h à 21h. Il est diffusé en différé samedi dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir chers auditeurs, nous avons aujourd'hui une émission qui devrait recueillir votre intérêt, puisqu'il s'agit essentiellement des problèmes de l'agriculture française et même de l'agriculture tout court. Notre question est effectivement de discerner entre deux grands modèles agricoles qui sont celui de l'agriculture industrielle et de l'agriculture biologique. Pour parler de ce problème, nous avons un éminent spécialiste qui est le professeur Marc Dufumier. Le professeur Marc Dufumier est âgé, si je ne m'abuse, de 70 ans et vous êtes agronome, enseignant-chercheur français et vous aviez la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech. C'est agro pour l'école d'agronomie. Et en fait, vous avez été sur cette chaire le successeur de René Dumont, si je ne m'abuse. Alors, vous connaissez très bien le sujet, vous avez en particulier été impliqué par l'évaluation de très nombreux projets dans toutes sortes de pays, que ce soit le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica, Haïti, le Venezuela, l'Équateur, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande et en fait tous les pays du monde que vous connaissez bien d'un point de vue agricole. Alors, vous êtes très impliqué dans ces questions qui vous ont passionné toute votre vie et avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je pourrais vous poser une question peut-être intime en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce type d'activité? La passion, le goût? Oui, bonjour. Donc oui, la passion, le goût. J'ai eu la possibilité, terminant mes études d'agronome, vous savez, à l'époque, on remplaçait le service militaire par un service civil coopération et on m'a envoyé dans les rizières malgaches. Et cette première expérience professionnelle, j'étais tout jeune, un peu agronome formaté avec justement un peu les principes de l'agriculture industrielle. Et c'est un peu le contact avec des paysanneries pauvres, et en particulier ces paysannes malgaches, analphabètes, qui repiquaient le riz, c'est un peu elles qui m'ont enseigné, je dirais, un peu l'analyse systémique, à savoir, attendez, vous êtes dans un projet d'amélioration risicole, mais nous, nos maris sont en train de récolter le café, vous nous demandez de repiquer le riz en ligne pour pouvoir désherber plus vite entre les lignes après, mais sachez que quand vous nous demandez de repiquer le riz en ligne bien droite, on perd du temps, on rejoint nos maris trop tard, les grains de café tombent à terre, ça nous coûte très cher. C'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont enseigné ce que les économistes appellent aujourd'hui un coût d'opportunité, le coût des opportunités perdues, en l'occurrence, le coût que représentait rejoindre leur mari à la récolte du café trop tard. Voilà, donc c'est un peu ça qui m'a initié à l'analyse systémique, j'y ai pris goût et j'ai passé ensuite toute ma trajectoire professionnelle, surtout dans les pays du Sud, là vous avez cité, à essayer d'appuyer des projets de développement agricole, rural, en essayant de faire en sorte que ce soit relativement intelligent quand même. Et débutant par Madagascar, c'est certainement un des plus beaux pays du monde. Du point de vue beauté intrinsèque, c'est aussi un des pays les plus pauvres, mais il est fantastique pour sa biodiversité. Alors Madagascar, effectivement, est fantastique pour sa biodiversité. Il y a effectivement une faune endémique, comme on dit, qui est propre à Madagascar, liée aux conditions dans lesquelles Madagascar s'est séparé du continent africain. Et il y a effectivement, oui, des lémuriens, il y a toute une biodiversité qui est spécifique à Madagascar. Alors, je continue, monsieur le professeur Dufumier. Je rappelle aussi à nos auditeurs qui sont sur le Libre Journal des sciences et des techniques, dirigé par votre serviteur Paul de Hevels.
Et vous nous parlez donc d'agriculture, et je voudrais d'abord mentionner vos ouvrages, dont le dernier, qui est 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. C'est un petit livre très dense que je recommande vivement à nos auditeurs. Il est édité chez Allery Éditions en 2014 et réédité chez Marabout en 2015. Vous avez d'autres livres, je peux en citer quelques-uns. Agriculture biologique, espoir et chimère. C'est dans les éditions Le Muscadier en 2013. Vous avez Famine au sud, malbouffe au nord. Comment le bio peut nous sauver. C'est un peu le programme de cette émission, je le dirais, qui est édité chez les éditions Nil. Alors, Agriculture et paysannerie des tiers-mondes, édité chez Cartala. Les politiques agraires, dans la collection Que sais-je, qui malheureusement est épuisée, mais on peut toujours en trouver d'occasion. J'en ai trouvé un il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous voulez, vous êtes très impliqué dans cette question et en particulier sur la dichotomie, la différence entre l'agriculture industrielle et l'agriculture biologique. Est-ce que vous pourriez nous parler de façon très sommaire, parce que nous allons rentrer dans le détail, de ce qui différencie ces deux types de modèles agricoles? Oui, communément on appelle agriculture industrielle des formes d'agriculture, on est dans les systèmes techniques de production, des formes d'agriculture qui se sont inspirées de processus industriels, à savoir produire à grande échelle des produits standards dans des unités de production spécialisées. C'est vrai que pour atteindre des économies d'échelle, pour produire au moindre coût, sachant au moindre coût monétaire, pour réduire les coûts de production, on a eu tendance à remplacer un peu les hommes par des machines, les gens qui désherbaient par du désherbant, et on est effectivement parvenu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple en France, à atteindre assez vite l'autosuffisance alimentaire sur les produits qui étaient considérés comme stratégiques, on va dire les céréales, le sucre, le lait, la viande, et à des prix qui, effectivement, en monnaie constante, comme on dit, n'ont fait que diminuer. La part de notre alimentation dans le budget des ménages a considérablement diminué, de l'ordre de 30 à 15%, donc en pourcentage de moitié, au cours, disons, des 50-60 dernières années. Ça, c'est l'agriculture industrielle qui a été capable, effectivement, de produire à grande échelle des produits à bas coût monétaire. On verra après qu'il peut y avoir des coûts environnementaux qui vont s'inscrire là-dessus, qui ne sont pas comptabilisés dans les coûts, dans le prix du produit à l'étal ou dans le supermarché. Et l'agriculture biologique est une agriculture qui se réfère biologique un peu avec un cahier des charges qui est né à l'époque où la chimie commençait à s'imposer. Et au fond, l'agriculture biologique est une agriculture donc, qui répond à un cahier des charges parfaitement précis, qui est uniforme à l'échelle en tout cas de l'Union européenne aujourd'hui, qui est certifié, qui a un logo et qui vise à remplacer, on va dire, tous les intrants chimiques par l'utilisation de fonctionnalités naturelles au sein des écosystèmes. L'agriculture biologique a très tôt opposé le chimique au naturel, ce qui, on le verra sans doute un peu plus tard d'un point de vue scientifique, demande à être nuancé. Vous verrez que le gros problème de notre alimentation, c'est plus l'agriculture qui utilise des produits qui tuent ou l'agriculture qui essaye de neutraliser les ravageurs, d'en minorer les ravages sans qu'on ait besoin de les éradiquer. Et ceci, j'allais presque dire, quelles que soient les méthodes. Donc, mais voilà, en termes simples, ces deux formes d'agriculture sont souvent opposées avec un danger, effectivement, c'est que les gens disent, si vous voulez l'agriculture biologique, donc ce ne sera pas au plus bas coût monétaire, donc vous faites des produits peut-être de qualité, et c'est réservé aux bourgeois bohèmes, ce qui n'est pas très agréable à entendre quand on est consommateur de produits bio, et les autres disant votre agriculture industrielle, écoutez, c'est vraiment pas génial, vous faites un coût monétaire très réduit, mais vous vous rendez absolument pas compte des conséquences environnementales et des conséquences sanitaires sur nos aliments. Et souvent le débat entre ces deux formes d'agriculture apparaît sectaire, ce qui rend d'ailleurs parfois difficile pour certains agriculteurs qui se sont adonnés à l'agriculture industrielle de se convertir, comme on dit, mais de nouveau ça fait très religieux la conversion, à l'agriculture bio. Surtout que l'agriculture biologique, elle a son cahier des charges, c'est un peu tout ou rien. Des gens sont en démarche de progrès, mais ne répondent pas à la totalité du cahier des charges bio. Parfois, ils sont un peu jaloux parce que leur démarche
de progrès n'est pas récompensé par un prix plus rémunérateur. Alors justement, je voudrais insister sur le fait que, pour simplifier, comme vous l'avez fait dans cette présentation brève, l'agriculture industrielle use et abuse à la fois de normes et de produits chimiques. Alors ça a deux aspects qui sont, disons, concomitants. Le premier, c'est d'abord l'uniformisation des espèces, par exemple des semences. Les semences sont absolument normalisées dans un cahier des charges et il y a une perte énorme de la variété semencière et d'autre part, de peu ou prou, les agriculteurs on leur interdit ou on les dissuade dans le meilleur des cas d'utiliser ce qui s'appelle des semences de ferme pour ressemer, c'est-à-dire que s'ils le font, eh bien, on ne va pas acheter leur production. D'ailleurs, en admettant qu'ils puissent le faire, puisque beaucoup de produits sont des hybrides F1 qui sont stériles, les graines qui sont produites sont stériles. Elles sont utilisables, par exemple, pour faire de la farine, mais elles ne sont pas... si on les ressème, il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est un premier point. Donc, les agriculteurs, d'une certaine façon, sont coincés par l'obligation d'appliquer un certain nombre de normes qui, en fait, sont complètement handicapantes. Alors, bien sûr, ça concerne également l'élevage, puisque, en fait, il y a, par exemple, les fameuses vaches Holstein qui produisent du lait, et à la fin, on risque d'avoir une production de lait qui soit uniquement le même type de vache dans des conditions d'élevage industriel. Il y a la fameuse ferme des 1000 vaches, on pourra en parler un peu plus tard, mais ça concerne tous les modèles agricoles. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est les agriculteurs sont la plupart du temps dans une nasse, et cette nasse est une espèce de conjonction de l'industrie semencière, de l'industrie chimique et des syndicats agricoles qui ne cherchent absolument pas, sauf quelques-uns, à sortir du modèle agricole industriel. Est-ce que je me trompe, professeur Dufumier? Alors, très clairement, oui, la condition d'un très grand nombre d'agriculteurs aujourd'hui, c'est d'être un peu coincé, comme vous dites, entre en amont les compagnies semencières et les compagnies qui vendent les produits engrais de synthèse, produits phytosanitaires, les produits pesticides, et en aval, une agro-industrie et une grande et moyenne distribution qui demandent des produits les plus standardisés. Ils parlent même, eux, de matières premières agricoles, ce qui, évidemment, pour un agriculteur, quand c'est son produit fini, c'est presque injurieux. Et beaucoup d'agriculteurs sont un peu coincés entre on ne dispose plus que les semences inscrites au catalogue et on doit répondre au cahier des charges de l'agriculture industrielle. Mais si on remonte donc sur cette histoire des semences et ensuite des races animales, il faut savoir que c'est une très longue histoire. Il y a déjà plus d'un siècle, pour parler de la France, on disait à des agronomes, donc des gens qui me ressemblent, on leur a dit la chose suivante. Écoutez, la population est croissante à l'échelle mondiale, les terres agricoles sont plutôt en voie de diminution, on bitume, il y a l'urbanisation et autres, en tout cas les meilleures terres agricoles sont en voie de diminution, donc il faut accroître les rendements à l'hectare. Il est impératif d'accroître le niveau de production brute à l'unité de surface. Alors, je vous pose juste une question. Par exemple, combien fait-on de quintaux de blé à l'hectare aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans? Alors aujourd'hui, y compris le club des 100 quintaux pour parler du blé, mais enfin disons la moyenne en France c'est de 72-73 quintaux de blé à l'hectare. Les plus performants entre guillemets dans l'agriculture industrielle sont à 90-100 quintaux. Pour le maïs, ça va au-delà. Et il y a 100 ans, nous étions à une vingtaine de quintaux. Et je dirais avant la Révolution française, c'est-à-dire avant les luzernes en remplacement des jachères, on était à des niveaux encore moindres. Mais donc l'idée, elle était celle-là, d'être guidé par les rendements à l'hectare. Et on a dit à ces agronomes, mettez-nous au point des variétés génétiques à haut potentiel génétique de rendement. Et ça paraissait aller de bon sens. Ben oui, s'il faut accroître les rendements à l'hectare, mettons au point des plantes, des variétés de plantes capables effectivement de donner de très hauts rendements à l'hectare. On verra plus tard, ça s'appelle le rendement photosynthétique, puisque au démarrage de tout, c'est quand même la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire, c'est la photosynthèse, et c'est ce rendement-là qu'on a commencé à vouloir accroître. On a dit deux autres choses aux agronomes, on leur a dit qu'il coûtait cher, et que comme il coûtait cher, la recherche agronomique coûte cher,
s'il y a une variété à haut potentiel génétique de rendement, s'il vous plaît, il ne faut pas que ce soit juste pour 3 km². Il faut que ce soit la variété la plus passe-partout possible. Il nous faut amortir les frais menés dans la recherche sur les plus vastes surfaces possibles. Donc une variété de blé améliorée, ça a été vous mettez des guillemets éventuellement améliorée, mais la variété améliorée, qu'elle aille du Pas-de-Calais jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace. Aujourd'hui, avec les compagnies semencières, c'est le monde entier à la limite, pour Monsanto. Mais l'idée était quand même d'amortir les coûts de la recherche sur les plus vastes surfaces. Donc débarrassez-nous de toutes les caractéristiques trop locales, notamment des caractéristiques qu'on appelle chez nous la photopériode, quand des plantes fleurissent à date fixe en fonction des longueurs respectives du jour et de la nuit, savoir si le jour est en train d'augmenter comme au printemps ou de diminuer comme à l'automne. Alors ces caractéristiques trop locales-là, une variété photopériodique ne peut pas être semée au même moment dans le Pas-de-Calais et la Camargue, puisque ce n'est pas les mêmes longueurs de jour et de la nuit. Donc débarrassez-nous de ces caractéristiques locales. Troisième chose qui a joué un rôle considérable, c'est de dire, puisque vous coûtez cher, la recherche agronomique coûte cher, mettez-nous au point des variétés, mais s'il vous plaît, faites vite. Et là, les expérimentateurs qui font des expériences donc multilocales dans différentes provinces, en station expérimentale, vont faire évidemment beaucoup d'essais. Et je sais que je parle à un statisticien. Écoutez, la rigueur, c'était de dire, on ne va qualifier une variété d'améliorée que si 95% des fois, donc un très haut niveau de probabilité, dans des expériences multilocales, 95% des fois, cette variété qu'on va qualifier d'améliorée a bien donné un rendement supérieur à toutes les autres. On ne se donne une marge d'erreur que de 5%. On ne va pas vendre une semence dite améliorée à un paysan si plus de 5% des fois, on a constaté que son rendement était inférieur à d'autres. Donc on se donne un très haut niveau de probabilité. Et faire vite avec une telle exigence, ça veut dire qu'on va comparer les variétés entre elles, toutes choses égales par ailleurs. Il ne faudrait pas qu'à un endroit, et des sangliers qui traversent une parcelle, les sangliers n'ont jamais choisi les variétés à piétiner. Et si les sangliers piétinent une variété à haut potentiel génétique de rendement, je ne vais pas pouvoir la qualifier d'améliorée. Elle n'a pas donné 95% des fois un rendement supérieur à d'autres, non pas à cause de la génétique, mais à cause des sangliers qui sont passés. Donc on clôture, évidemment, les parcelles expérimentales contre les sangliers. Mais, beaucoup plus grave, on a eu le même raisonnement avec les chenilles. Il ne fallait pas qu'à un endroit, les différences de rendement soient imputables à une présence supérieure de chenilles plus qu'à un autre. Donc le mieux, toute chose égale par ailleurs, c'est 0 chenille partout. Et là, on avait un outil remarquable, c'était l'insecticide. Au moins, on se garantit qu'il y a 0 chenille partout. On peut comparer les variétés, toutes choses par ailleurs. Pareil pour les nématodes. On avait le nématicide. Pour ce qu'on a appelé les mauvaises, entre guillemets, les mauvaises herbes, on avait l'herbicide. Les champignons, fongicides. Les araignées, acaricides, que des produits qui tuent. Qui tuent la nématode, qui tuent l'insecte, qui tuent les araignées. Mais c'est un peu aujourd'hui qu'on s'aperçoit que dans les résidus, les fruits, légumes et autres, un certain nombre de pesticides peuvent avoir des effets extrêmement dommageables pour notre santé. Donc juste pour dire, oui, nous sommes parvenus très vite à mettre des variétés à haut potentiel génétique de rendement, capables de donner de très hauts rendements, si on répète dans tous les terroirs les conditions de la station expérimentale, 0 chenille, etc. Donc, des variétés gourmandes en engrais de synthèse, gourmandes en pesticides, et c'est un peu ça que nous payons aujourd'hui avec des effets environnementaux négatifs et des problèmes de qualité sanitaire des aliments. C'est-à-dire que l'optimalité de ces variétés n'a de sens que dans un univers complètement stérilisé par ce qu'on appelle les pesticides, et ça oblige à faire toutes sortes de traitements, autrement leur supériorité n'est pas manifeste. Et d'autre part, il y a un deuxième point sur lequel nous pourrons peut-être revenir, c'est l'uniformisation de ces variétés, parce que en fait, également, lorsque vous avez beaucoup de variétés, des modèles qui se comptent sur les doigts d'une main, alors qu'autrefois on avait des quantités et des quantités de variétés de céréales différentes, et je parle pour les céréales, on pourrait parler des tomates, des poivrons, enfin de tout ce qu'on peut imaginer, eh bien les variétés maintenant qui sont proposées par les semenciers sont extrêmement réduites. Et ce qui veut dire que ces variétés sont sensibles éventuellement à l'apparition d'une maladie qui va les atteindre toutes, à moins que, naturellement, on traite, c'est-à-dire par des produits chimiques. Alors, je vais, professeur Dufumier, ouvrir une parenthèse à ce sujet. Il n'y a pas si longtemps, j'ai assisté à la présentation d'un livre que je recommande vivement aux lecteurs, qui, en apparence,
n'a pas de rapport avec l'émission d'aujourd'hui, mais vous allez voir qu'elle l'a. C'est du professeur Dominique Bellepomme, qui est un éminent cancérologue et qui a écrit un livre qui est à la fois un livre accessible au grand public, mais un livre fortement documenté parce qu'il y a une centaine de pages de références, d'articles scientifiques, et c'est un livre qui à la fois est scientifique et accessible au grand public. Alors son titre est un peu provocateur, puisqu'il dit « Comment naissent les maladies et que faire pour rester en bonne santé ?» Ça a été donc publié cette année dans les éditions Les Liens qui libèrent. Et ce livre, en fait un bilan qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, ce bilan est assis d'une part sur l'expérience du professeur Bellepomme, d'autre part sur un très grand nombre de références scientifiques qui toutes sont cohérentes. Et la conclusion de ce livre, c'est que 90% des maladies sont induites par des causes environnementales. Et ces causes environnementales, alors bon, bien entendu, imaginez qu'on supprime tous les problèmes environnementaux auxquels une personne est soumise. Alors il faudrait que cette personne vive dans un univers pas pollué, qu'il n'ait pas de vent qui lui apporte des particules fines sous le nez, qu'il n'ait pas de produits phytosanitaires qui soient propagés par le savon ou le shampoing ou l'eau du robinet ou les phtalates et ainsi de suite. À la limite, un univers parfait n'existe pas. Mais en admettant qu'il soit parfaitement protégé de toutes ces causes environnementales, il ne resterait que un petit peu moins de 10% qui viendraient de ce qu'on appelle les causes sporadiques, c'est-à-dire l'apparition sporadique des maladies. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivrions centenaires et on finirait bien par décéder pour une raison ou pour une autre, mais peut-être pas de maladie, ça peut être d'usure de l'organisme, et c'est surtout le cancer qui est responsable. Et ce qui est particulièrement important dans ce livre, c'est que vous avez tout un chapitre sur les résidus de pesticides agricoles, c'est-à-dire en particulier, ce sont la catégorie qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, mais il y en a d'autres, dont le plus célèbre est l'altrazine, qui a été utilisé dans la grande agriculture comme pesticide. Enfin, le terme pesticide est mal choisi, c'est-à-dire on cherche à éliminer les insectes, les araignées, etc. Alors, si vous voulez, tous ces produits, je ne vais pas faire une émission sur les pesticides, j'en ai déjà fait une, il y a plusieurs fois. Ce sont par exemple les néonicotinoïdes qui tuent tous les insectes, et en fin de compte, on arrive dans beaucoup de cas à avoir une efficacité extrêmement grande dans l'élimination des insectes, l'élimination, vous avez parlé des vers, des nématodes, les taupins, enfin toute cette catégorie d'animaux qui sont en fait, qui s'attaquent aux cultures, mais vous avez aussi d'autres animaux qui sont tués par la même occasion, les vers de terre en particulier qui ont une très grande utilité, et la mort des vers de terre est quelque chose de calamiteux. Enfin bon, je pense que vous pourrez peut-être en parler, professeur Dufumier, parce que c'est vraiment un des animaux les plus utiles qui soit. Les abeilles, n'en parlons pas, et tout ça à cause des pesticides agricoles qu'on est, comme vous l'avez dit, obligé d'utiliser si on veut que les nouvelles variétés présentes puissent fructifier. Comme vous dites, il y a une relation très étroite entre l'utilisation de ces produits pesticides et le très faible nombre de variétés qui ont été mises au point. Et je crois qu'on ne mesure pas bien encore l'ampleur de la rupture qu'a occasionné cette recherche agronomique autour de la seule génétique. C'est-à-dire justement, on va s'adresser à un facteur et tout le reste doit suivre. Tous les restes de l'environnement doivent obéir au fait qu'on a misé que sur un facteur, la génétique, et qu'on n'a jamais pris l'agroécosystème dans sa complexité. La rupture, elle commence, si on fait l'histoire un peu antérieure, les paysans, avant de réensemencer leurs champs, choisissaient les semences dans leurs champs, sur leur propre récolte. Avant de récolter, ils allaient chercher les plus beaux plants, les plus beaux épis, les plus belles graines. Quand vous aviez un environnement où il y avait des insectes piqueurs-suceurs, vous savez, ceux qui piquent et sucent la sève des plantes et transmettent des virus, l'agriculteur ne se trompait pas, il choisissait ses graines sur les plants qui avaient été les moins affectés par l'existence de ces insectes piqueurs-suceurs. Et leurs parents avaient fait ça, leurs grands-parents avaient fait ça, et du coup, ils avaient sélectionné, au fil des générations, des variétés, une multitude donc de variétés, le mot variété méritait son terme, variété, et
une multitude de variétés adaptées à la multitude de terroirs. Adapté au terrain et adapté. local. Par exemple, quand il y a des insectes piqueurs-suceurs, on arrivait à avoir des variétés velues, il y a des poils, les insectes piqueurs-suceurs essayent de piquer et sucer la sève, mais bon, il y a des poils qui l'en empêchent, et donc il n'y avait pas trop de ravages. Et quand c'est des chenilles, quand on craint les chenilles, ça vous fait au contraire des variétés à feuilles lisses, le papillon dépose son œuf sur la feuille, hop, l'œuf tombe à terre, il n'est pas retenu par les poils, la larve ne se développera pas sur les feuilles. Donc vous aviez une multitude de variétés adaptées aux conditions locales. Ici, on craint les chenilles, ailleurs on craint les pucerons, ailleurs on craint les nématodes. Et selon les lieux, ils avaient fait des variétés qui pouvaient vivre avec les ravageurs. Et les techniques agricoles étaient destinées à l'époque à minorer l'impact de ces ravageurs, y compris le choix variétal. Donc on avait des variétés à m'adapter à une multitude d'environnements. Aujourd'hui, on demande à nos agriculteurs, vous avez un faible nombre de variétés à haut potentiel génétique de rendement, mais gourmandes en engrais de synthèse et en produits pesticides, adaptez tous les environnements à ce faible nombre de variétés. Donc les terroirs, il faut qu'ils ressemblent tous à la station expérimentale. Je veux voir du blé en ligne, s'il vous plaît, pas un coquelicot, pas une chenille, pas un insecte, rien. Et tous les écologues en termes scientifiques vous diront qu'un écologue où il ne reste plus qu'une espèce, une variété et rien d'autre, c'est l'écosystème le plus fragile qui soit, le moins résilient qui soit. Et du coup, les agriculteurs se sont aperçus, le jour où vous avez un insecte piqueur-suceur mutant qui résiste à l'insecticide qu'on a mis sur la variété, il prolifère, il n'y a plus la coccinelle pour le neutraliser, il a une variété qui est lisse, qui n'a plus de poils, donc effectivement la plante est extrêmement vulnérable à ce mutant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mettez une deuxième molécule pesticide et quand vous avez un puceron birésistant, mettez-en une troisième. Et donc, on a été dans une course, dans l'agriculture industrielle, à cette chimisation, surtout les produits pesticides, dont, effectivement, comme vous nous dites, le professeur Bellepomme le raconte très bien, eh bien, effectivement, ça occasionne des dégâts environnementaux et ça occasionne, effectivement, des résidus dans notre alimentation, qui sont notamment ces fameux perturbateurs endocriniens, qui perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, de nos glandes hormonales, et qui font que tout ce qui est maladie un peu du vieillissement, on prédit, c'est ça qui est terrible, ce ne sont que des prédictions scientifiques, on ne peut pas dire c'est statistiquement avéré, c'est dans 35 ans qu'on pourra vérifier si l'apparition d'Alzheimer, Parkinson et autres intervient bien pour la jeune génération, 10 ans plus précocement que les gens de ma génération, parce que moi, quand j'étais fœtus, j'étais pas autant exposé à tout ça. Mais n'empêche que la démonstration, ceux qui connaissent bien donc les molécules, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien le fonctionnement de nos glandes endocrines, sont en mesure de montrer les relations, les enchaînements de cause à effet qui font que Alzheimer, Parkinson et certains cancers hormonodépendants, vous citiez je crois le cancer de la prostate, bien plus précocement pour la jeune génération que nous, entre autres liés à cette exposition dans l'alimentation de résidus pesticides. Alors c'est devenu même une espèce d'épidémie, parce que vous avez un certain nombre de pathologies dont on découvre aujourd'hui qu'elles sont pour l'essentiel d'origine environnementale, et par exemple l'autisme qui explose, et les cas de cancer. Alors les cas de cancer, moi j'ai un chiffre approximatif parce qu'on peut le discuter étant donné que les méthodes de détection ne sont pas les mêmes. Il y a davantage de recherches, par exemple, il y a des campagnes de recherche systématiques, par exemple pour le cancer du côlon, des choses comme ça, et qui sont peut-être plus actives que celles qu'il y avait par le passé, mais c'est de l'ordre suivant. 20 000 cancers détectés en 1974, je pars sur le territoire métropolitain, et 396 000 en 2016. Alors, ça veut dire que le nombre de cancers a été multiplié par 20. Alors, on va se dire, c'est très simple. La raison, c'est parce que nous vivons au plus vieux. Ce n'est même pas vrai. Parce que, de façon très curieuse, l'âge moyen de vie a tendance à diminuer aujourd'hui, alors qu'il avait augmenté pendant de très nombreuses années. Donc on vit de moins en moins vieux, c'est curieux. Et d'autre part, eh bien, en fait, ces cancers ne touchent pas des personnes âgées en priorité, mais touchent davantage des personnes jeunes. Alors, on m'a cité le cas, par exemple, de jeunes garçons qui, à 10 ans, commençaient à développer des cancers de la prostate. C'est hallucinant. Mais en fait, on se rend compte qu'on attribue de façon très précise, par toute une succession d'articles scientifiques, ceci, par exemple,
à la pollution, mais la pollution typique, c'est la pollution par les résidus agricoles qui se retrouvent dans les eaux de consommation. Alors, pour citer un chiffre, vous avez le cas des perturbateurs endocriniens qui sont des molécules extrêmement actives, disons même on peut considérer qu'une seule molécule suffit à induire des pathologies, mais pour donner également le cas d'autres pesticides agricoles, vous avez la famille décriée dont on parle un peu dans la presse parce qu'il est question de l'interdire, des néonicotinoïdes, où parfois il suffit de 7 grammes de produits actifs pour traiter 1 hectare, que ça intervient au niveau de semences qui sont enrobées de produits insecticides. Lorsqu'on les sème, eh bien, effectivement, rien ne peut s'attaquer aux graines. Les mulots, les oiseaux meurent en les consommant. Et par-dessus le marché, eh bien, les plantes qui poussent sont toxiques pendant toute leur durée de végétation. Ce qui fait que tout ce qui est en contact avec la plante, abeilles, mouches, papillons, meurt. Alors, résultat, bien entendu, il y a une disparition progressive des insectes, et les insectes ne sont pas nécessairement nuisibles, puisque pratiquement toutes les abeilles sauvages et les abeilles classiques, la Lapis mellifera, sont absolument indispensables à la fécondation d'un certain nombre de plantes. Et par-dessus le marché, vous avez bien sûr la mort consécutive de tous les oiseaux, hirondelles et ainsi de suite qui se nourrissaient de ces insectes. Donc on assiste à une modification extraordinairement importante de l'environnement, et cette modification, eh bien, ne peut qu'inquiéter. Alors, professeur Dufumier, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'école AgroParisTech, un grand spécialiste de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution très rapide de notre environnement due à ces pesticides agricoles ? Alors tout ça est très juste. Notre espérance de vie totale stagnait, mais là l'an dernier, elle commence donc à diminuer. Notre espérance de vie en bonne santé, et en particulier sans ces maladies chroniques, les cancers hormonodépendants, les Alzheimer, Parkinson, les maladies neurodégénératives, là, cette espérance de vie en bonne santé tend à diminuer. Et alors, effectivement, quand il y a des cas, certes sans doute un peu exceptionnels, de cancer extrêmement précoce de la prostate, ça contribue à diminuer la moyenne, mais c'est bien le signe que l'exposition à ces facteurs environnementaux se traduit justement par une apparition bien plus précoce, et ça va être encore de plus en plus grave dans l'avenir. Et je crois, on a beaucoup progressé dans la compréhension de savoir que c'est pas forcément une exposition à forte dose, c'est pas une maladie aiguë, c'est des maladies chroniques, c'est qu'une exposition même à faible dose, mais prolongée, et que ça se décide depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, pour beaucoup au moment de la croissance et de la différenciation des tissus du corps humain, c'est dans ces moments-là où même une exposition à faible dose, mais prolongée à ces molécules pesticides, se traduit bien des années après à Alzheimer et Parkinson prématurés. Et ça, on est aujourd'hui en mesure de l'expliquer bien mieux qu'il y a encore une dizaine d'années, quoi. Et c'est bien contre ça qu'il faut se prémunir, avec toujours par rapport aux gens, mais contradicteurs parfois, qui, notamment dans les lobbies qui défendent les produits pesticides, me disent « Monsieur Dufumier, ce que vous dites là, c'est intéressant, mais c'est pas statistiquement avéré. » Et pour cause, la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies, c'est peut-être dans 35 ans qu'on pourra vraiment vérifier que c'est vraiment 10 ans plus précoce. On a eu le même raisonnement avec les néonicotinoïdes et les abeilles. Quand on essaye de voir à l'échelle, vous savez, par exemple de la nation française, de la France, du pays, quelles sont les causes de la surmortalité des abeilles, et on essaye d'isoler le facteur néonicotinoïde par rapport à d'autres, eh bien écoutez, on a parfois du mal à montrer la part des néonicotinoïdes dans cette affaire, parce qu'il y a le varroa, parce qu'il y a il y a une perte de biodiversité, il y a toute une catégorie de plaies, et on a du mal à isoler un facteur. Je commente pour les auditeurs qui ne sont pas très au fait de la disparition des abeilles que le varroa est un parasite des abeilles qui aussi est destructeur. Vous avez le frelon asiatique. Et ainsi de suite. Mais il faut dire que les abeilles sont de toute façon affaiblies par la présence de néonicotinoïdes et les travaux récents du CNRS, entre autres, et de l'INRA, ont pu mettre en évidence des doses infimes présentes
sur les abeilles et sur le miel, le pollen qu'elles ramassent, de néonicotinoïdes suffisantes pour les perturber. Et lorsque ces abeilles sont affaiblies, elles sont une proie facile pour les prédateurs comme le frelon asiatique. Elles sont une proie facile et elles sont déboussolées. C'est-à-dire qu'elles ne retournent plus dans la ruche. Donc tout ça, effectivement, est très clairement démontré. Oui. C'est juste qu'on fait des méta-analyses, des analyses statistiques très globales. Comme il y a une multitude de facteurs, il se peut que dans une région, il n'y ait pas de néonicotinoïdes et que quand même une surmortalité des abeilles, parce que là, il y a le varroa ou le frelon asiatique. Mais le problème, effectivement, c'est que c'est multifactoriel. Et c'est les néonicotinoïdes, c'est le frelon asiatique, c'est le varroa, et tout ceci sur des abeilles en plus affaiblies de la faible biodiversité. Parce que quand les abeilles, pour leur cycle, n'ont pas le nectar, le pollen, le miella nécessaires à leur cycle de vie, en plus, tous les autres éléments qu'on a cités antérieurement sont encore plus aggravants. Donc c'est bien la destruction d'un écosystème, d'un agro-écosystème. Les écosystèmes aménagés par les agriculteurs ont été simplifiés, homogénéisés de façon exagérée, au point que, effectivement, aujourd'hui, il y a ce problème des abeilles, qui n'est pas que d'ailleurs le problème de l'abeille domestique, qui est le problème de beaucoup d'insectes pollinisateurs, et donc avec une menace très claire de ne plus voir la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol et du colza. En France, on en est à la limite. Aux États-Unis, il y a des lieux où on paye des apiculteurs pour tenter quand même d'élever des abeilles à proximité des plantations, non pas pour produire du miel, ça n'a rien à voir, mais pour faire en sorte que quand même les arbres soient fécondés. Alors, c'est très grave. Il faut dire naturellement que les apiculteurs arrivent à créer des ruches en utilisant le mécanisme naturel qui est, si des larves d'abeilles sont nourries avec de la gelée royale, eh bien, il y en a une part significative qui se transforme en reine et on peut ainsi créer des ruches nouvelles. Mais cette création de ruches nouvelles est artificielle parce que les ruches sauvages ont tendance de plus en plus à disparaître à cause de ces fameux néonicotinoïdes. Alors, écoutez, nous avons des auditeurs. Je rappelle que nous sommes sur le Libre Journal des sciences et des techniques, et notre sujet, c'est l'agriculture industrielle contre l'agriculture biologique. Et nous recevons pour ça le professeur Marc Dufumier, professeur à l'école d'agronomie. Alors, un jour, je tombe sur une personne, une citadine, une dame, et je lui dis, vous savez, c'est terrible, les abeilles disparaissent. Et j'entends à ma grande surprise cette dame dire « Mais a-t-on vraiment besoin des abeilles ?» Alors j'ai trouvé que cette réflexion était ahurissante, mais je pense que c'est une réflexion de personnes qui manquent de culture à ce sujet. Alors, la première réponse, on peut dire on a besoin des abeilles si on aime le miel. Tous les produits, il n'y a pas de miel sans abeilles, mais j'aimerais, professeur Dufumier, que vous fassiez un petit commentaire sur l'utilité de tous ces abeilles sauvages et naturellement domestiques pour simplement la survie des espèces et la pollinisation Est-ce que les abeilles sont vraiment utiles ? Alors il va de soi que les abeilles domestiques et tous les insectes pollinisateurs, les guêpes, les belles abeilles sauvages et autres, sont absolument nécessaires. Et c'est toute la catégorie donc des abeilles, guêpes et autres qui sont affectées par les néonicotinoïdes. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de comment on conduit l'élevage d'abeilles en apiculture, c'est comment notre environnement a été endommagé par la présence de ces néonicotinoïdes et la moindre biodiversité, les déséquilibres écologiques qui en ont résulté, le frelon asiatique et le varroa qui sont devenus invasifs. Tout ça, c'est des déséquilibres écologiques. Donc, ce que j'aurais envie de répondre à cette dame, c'est que oui, nous avons besoin impérativement d'écosystèmes, même aménagés par les agriculteurs, qui ont une énorme biodiversité, parce que ça, c'est pour les abeilles. Mais si je vous disais maintenant que les coccinelles sont absolument nécessaires pour neutraliser les pucerons, et que le pesticide qui est destiné à tuer les pucerons, s'il tue la coccinelle, eh bien effectivement, le jour où il y a, je disais tout à l'heure, un puceron mutant résistant aux pesticides et qui n'a plus les coccinelles, donc oui, nous avons impérativement besoin d'avoir des agro-écosystèmes aménagés par les agriculteurs, un bocage.
c'est pas fondamentalement naturel. Hein. On aurait essayé la nature, ce serait la forêt, ce serait les landes. Une rizière en Asie, avec son riz, ses grenouilles, ses escargots, ses poissons, ses canards, les canards qui picorent les herbes adventices, les canards qui picorent les insectes ravageurs du riz. Tout ça, c'est des agro-écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Ce n'est plus les marais d'autrefois, mais dans lesquels il y a une énorme biodiversité, le bocage, la rizière à l'origine, il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, permettaient la fertilisation azotée par la voie biologique du riz. À cette dame, j'aurais envie de dire, attendez, la condition de la survie de l'humanité, c'est de maintenir, certes, des agro-écosystèmes productifs, capables de nous produire ce dont on a besoin, les calories, première nécessité, les protéines, deuxième nécessité, les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants, les polyphénols, toute une catégorie de choses, mais il nous faut maintenant mesurer le rendement le rendement à l'hectare de toutes ces productions alimentaires et éventuellement textiles et autres, à l'échelle désormais, non pas d'une plante, une variété, mais à l'échelle d'un agroécosystème extrêmement complexe. Et l'agriculture moderne de demain, inspirée de l'agroécologie, c'est-à-dire reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est plus la plante, le troupeau. On n'a pas parlé des races animales, mais vous aviez raison. Hein, on a fait les mêmes dégâts avec les races animales. Et le sol pris séparément, c'est toute technique agricole a un impact sur l'ensemble de l'agroécosystème et en particulier de sa biodiversité. Et il est clair que les systèmes les plus résilients face notamment au dérèglement climatique, face à un climat qui va devenir pas seulement plus chaud, mais plus aléatoires, c'est-à-dire des sécheresses plus prononcées, plus fréquentes, des inondations aussi plus fréquentes et plus accusées, des accidents phytosanitaires. Il nous faut mener des systèmes de production autant d'agroécosystèmes plus résilients, c'est-à-dire qui savent récupérer leur potentialité productive après n'importe quel accident. Et je dirais la même chose pour les revenus des agriculteurs. Il ne faudrait pas que quand le prix s'effondre sur une production, lui qui s'est trop spécialisé dans cette seule production, la monoculture, le voilà tomber en faillite et condamné au chômage. Donc le mieux, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, qui peut apparaître un bon sens paysan, mais il est clair que l'agriculture moderne de demain, c'est celle qui va raisonner désormais à l'échelle d'un agroécosystème extrêmement diversifié dans lequel il y aura ce qu'on appelle les insectes auxiliaires. Dans les insectes auxiliaires, il y a les insectes pollinisateurs, il y a les insectes prédateurs de ravageurs, il y a les insectes parasitoïdes, c'est-à-dire qui piquent et mettent des parasites dans l'insecte ravageur. Ça va être extrêmement moderne, extrêmement savant. Attention, comme c'est diversifié, ce n'est plus industriel, c'est artisanal, oui, ça va exiger du travail. Là, nous arrivons un peu sur les conclusions que nous allons développer à loisir. Mais je dirais qu'il faut un petit peu voir comment se passent les choses de façon cynique. Parce que, essentiellement, nous sommes dans un monde gouverné par l'argent. Bon. Alors l'argent, vous avez un certain nombre de nobies qui fonctionnent dans une vision complètement unique du maximiser le profit. Dans l'opération numéro 1, vous avez les semenciers. Les semenciers, c'est Syngenta, Vilmorin, Monsanto, il y en a toute une liste. Et ces gens-là veulent avoir comme vous l'avez exposé, des variétés qui ont les meilleurs rendements tous azimuts. Et pour que ces variétés puissent survivre, il faut naturellement les arroser de toute une série de traitements qui, naturellement, vont ensuite se retrouver dans l'air, dans la nappe phréatique, et ainsi de suite. Bon. Ensuite, à côté de ça, vous avez, je dirais, un deuxième type de lobby qui est le lobby chimique, qui se distingue du lobby des gens qui fabriquent des semences. Et ce lobby chimique, eh bien, cherche à faire des produits phytosanitaires, des produits de traitement de plus en plus efficaces. Alors, je citais le cas de 7 grammes d'un produit pour traiter 1 hectare. Bon, alors ces produits sont de plus en plus efficaces parce qu'il faut quand même comprendre que ces personnes ne sont pas du tout des incompétents. Ils fabriquent des produits de plus en plus toxiques, de plus en plus méchants. Et le résultat, c'est que finalement,
lorsqu'on a un champ de blé dans des endroits comme la Picardie, près d'Amiens, Roye, ou si on va un peu plus au sud de Paris, dans la Beauce, eh bien vous avez d'immenses champs de blé où on voit toujours la même variété, qui sont traités et retraités par des épandages assez importants d'insecticides, et à la fin, tous ces insecticides, ou du moins une partie d'entre eux, vont se retrouver dans la nappe phréatique. Et je dirais que le fond du problème, c'est que nous faisons partie de l'écosystème. C'est-à-dire l'écosystème, c'est pas quelque chose qu'on voit de loin, comme on verrait les champs de Picard en se promenant en voiture sur l'autoroute. Non, on en fait partie. C'est-à-dire qu'après, ça se retrouve dans l'eau du robinet et ça se retrouve en doses qui sont certes très faibles, parce qu'on peut consommer l'eau du robinet. Si vous voulez, il y a des questions que vous avez posées dans votre livre, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. En fait, l'eau du robinet est potable, comme l'eau qu'on achète en bouteille, l'eau minérale, mais se peut qu'il y ait des doses infimes présente de produits qui sont efficaces en doses minuscules, et ces produits infimes vont agir, par exemple, sur la femme enceinte, vont agir sur le développement des enfants à un moment où ils sont réceptifs. Alors, l'exemple que l'on peut citer, c'est celui de la chlordécone. Je ne sais pas si on dit le chlordécone ou la chlordécone. Enfin, je crois qu'on dit le chlordécone. Le chlordécone. Alors c'est un produit qui a été utilisé et interdit à partir de 1976 aux États-Unis, et il n'a été interdit dans la Guadeloupe et en Martinique qu'en 1993. Vous voyez, un énorme délai entre l'interdiction aux États-Unis et l'interdiction dans les dom-toms, et ce produit est censé, disons, tuer un parasite des bananes, des bananiers, qui est très efficace là-dessus, mais malheureusement, il est résilient dans la nappe phréatique et il pollue la nappe phréatique de la Guadeloupe et de la Martinique pour une durée estimée à la centaine d'années. Et bien entendu, toutes ces eaux contiennent des résidus de chlordécone suffisants pour faire en sorte que la Guadeloupe et la Martinique battent tous les records mondiaux de prévalence du cancer de la prostate. Ça n'en est qu'un exemple. Mais il faut quand même dire nous faisons partie de l'écosystème. C'est-à-dire, si ces produits exterminent des vers de terre ou des nématodes ou des parasites qui sont éliminés, ils peuvent nous éliminer aussi. Oui, alors vous soulevez en fait un double problème quand vous nous dites c'est l'argent qui nous gouverne. Le premier, c'est, alors y compris je différencierais des gens qui travaillent pour gagner de l'argent quand le revenu en argent, c'est le revenu de leur travail, ce qui est le cas quand même d'un très grand nombre d'agriculteurs, et le revenu de gens pour qui on place des capitaux. On place des capitaux, si c'est les pesticides qui rapportent le plus, j'investis dans les pesticides. Si c'est les semences, j'investis dans la compagnie semencière. Si c'est l'agro-industrie, j'investis dans l'agro-industrie. Et ce que vous avez appelé les lobbies. Alors d'ailleurs, souvent, les compagnies semencières et les compagnies des produits phytosanitaires sont très apparentées. C'est les mêmes consortiums qui gouvernent un peu ça. Ça a à voir avec entre ce qu'est la pétrochimie, les engrais azotés de synthèse, les industries phytopharmacie, on dit, et les compagnies semencières. C'est des compagnies qui sont très emboîtées. Et puis il y a les industries agroalimentaires en aval aussi, qui ont leur lobby, etc. Ils veulent que l'agriculteur produise des matières premières standards répondant bien au cahier des charges. Et c'est à tous les niveaux. Quand vous investissez de l'argent pour votre profit, c'est très fréquent que pour conquérir des parts de marché, il vous faut prendre au moindre coût de production. Vous industrialisez les systèmes de production, vous voulez amortir au plus vite, vous remplacez les gens par des machines, ce qui envoie d'ailleurs des gens au chômage. Et quand vous avez fait de gros investissements et qu'il y a un éventuel scientifique, écologue qui commence à dire « oui, mais attendez, dans vos coûts monétaire, vous n'avez pas pris en compte ce que nous appelons, nous, les économistes, des externalités négatives. Il y a des coûts environnementaux, il y a des maladies qui arrivent, il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes. L'eau potable ne devient potable qu'à des coûts exorbitants parce qu'il faut lui retirer l'atrazine, l'herbicide que vous aviez signalé tout à l'heure. Là, il est clair que quand les gens font leurs calculs économiques, en termes monétaires, avec recettes, dépenses, il y a toute une série de coûts qui ne sont pas pris en compte dans la comptabilité, que ce soit des entreprises capitalistes, de gens qui placent leurs capitaux, et c'est
malheureusement aussi un peu vrai chez des agriculteurs qui pourtant eux vivent de leur travail. Quand un éleveur en Bretagne s'inquiète, il va investir dans un robot de traite, il va falloir produire du lait, il va s'endetter pour une dizaine, quinzaine d'années en concurrence avec des fermes des 1000 vaches qui existent déjà peut-être dans d'autres pays et autres. Si j'interviens dans sa ferme et lui dire mais quand même pour les abeilles vous devriez mettre du lin dans la rotation, diversifier vos systèmes, il va me dire, mais attendez, ne me demandez pas de refaire de nouveaux investissements. Moi, je spécialise que du lait, je ne fais des productions que pour l'alimentation de mes vaches. Je me spécialise à outrance. Je vais acheter mon soja au Brésil, transgénique, que m'importe, et je ne mets plus les animaux sur la paille, parce que les pailles sont dans le bassin parisien. Je ne fais plus de céréales. Les céréales, c'est dans le bassin parisien. Du coup, mes animaux, écoutez, urinent. Du coup, c'est pas du fumier, c'est du lisier. Le lisier, ça coule. Ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Et il me dit, monsieur Dufumier, ne me parle pas de tout ça, c'est pas mon problème. Lui, il a sa comptabilité avec une colonne de droite où il y a les recettes, une colonne de gauche où il y a les dépenses. Éventuellement, il me traque quand même dans les coûts les 2 veaux qui sont morts au cours de l'année, etc. Il le mettra quand même comme une perte. Quand le taux d'humus de son sol diminue, on ne lui a jamais appris à mettre comme un coût la perte d'humus des sols et la perte de potentialité productive de son sol, parce que le taux d'humus a diminué. Quand les abeilles commencent à s'effondrer et qu'il y a menace sur les pommiers et les poiriers, on ne lui a pas appris à mettre dans la colonne de gauche dépenses, la perte que constitue la perte des abeilles et la moindre fécondation, surtout si les pommiers et les poiriers sont extérieurs à sa ferme. Donc effectivement, l'argent nous gouverne et notre système comptable, que ce soit comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise ou comptabilité d'une exploitation agricole familiale, d'une ferme familiale, ne parvient pas à en prendre en compte les vraies recettes, les vrais gains et les vrais coûts. Et dans les gains pour notre santé, l'agriculture peut créer éventuellement des écosystèmes qui peuvent être bons pour notre santé. Alors, ça mériterait d'être rémunéré. Je vais juste citer un chiffre. En gros, en moyenne, pour traiter quelqu'un qui est atteint d'un cancer, il faut compter aujourd'hui 50 000 euros. Ça représente l'intégralité du traitement qui est suivi soit de la guérison, soit du décès du patient. Et entre le moment où le cancer est détecté jusqu'à la guérison, on peut parler de rémission. La guérison n'est parfois pas totale, mais si vous voulez, l'arrêt de la maladie ou le décès, ça coûte 50 000 euros. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a une prolifération, une augmentation très forte, et on parle d'augmentation exponentielle parce que c'est une courbe qui monte vers le haut sans qu'on puisse voir une trace de déclin. Et en fait, si on extrapole cette courbe, on arrive très vite à l'idée que l'assurance maladie va tomber en faillite parce qu'il n'y aura plus assez d'argent pour payer les gens qui seront malades du cancer. Et lorsque le professeur Bellepomme, dans son livre Comment naissent les maladies, alors Bellepomme, ça s'écrit B-E-L-P-O-2-M-E, c'est dans les éditions Les Liens qui libèrent, eh bien, attribue 90% des cancers à des causes environnementales. Eh bien, il faudrait quand même prendre en compte le fait que l'agriculture industrielle a des coûts qui ne sont pas pris en compte dans le simple bilan de la récolte et du traitement. Il y a des coûts secondaires, c'est-à-dire des coûts de pollution. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart des industries chimiques, vont inventer un pesticide. Alors, par exemple, le pesticide le plus connu et peut-être controversé, c'est bien entendu le Roundup, dont il y a à peu près 50 000 tonnes par an. Oui, le glyphosate. Le Roundup, quand c'est la marque. Ensuite, vous avez aussi les herbicides qui sont mis en cause par les sociétés d'apiculteurs. Ce sont le Cruiser, le Gauchon, enfin, il y a tous ces gens. Et ces herbicides, ces pesticides sont développés, ils ont un succès parce qu'ils sont efficaces pour tuer les mauvaises herbes, par exemple. Et ensuite, après, on se rend compte, 10 ans ou 15 ans plus tard, qu'ils ont des effets qui n'avaient pas été prévus au départ, comme des effets cancérigènes, des effets, par exemple, entraînant la malformation des jeunes enfants lorsque les mères reçoivent de l'eau où il y a ce genre de résidus, et ainsi de suite. Je ne parle pas des vapeurs. Alors vous aviez en particulier des problèmes énormes de cancer
dans certaines régions viticoles à cause du traitement des vignes, et en particulier des parents qui s'inquiétaient d'avoir des écoles où, à côté des vignes qui recevaient en particulier un certain nombre de traitements chimiques et les vapeurs arrivaient jusqu'à leurs enfants. Bon, vous avez tout ce genre de problème, mais la solution qui arrive au bout d'un certain temps, c'est qu'on se rend compte que tel produit, alors exemple typique, c'est l'atrazine, eh bien, est effectivement cancérigène, et donc on l'interdit. Et puis ensuite, après, eh bien, vous avez des populations entières qui deviennent cancéreux à cause de l'atrazine résiduelle. Et bien entendu, l'entreprise qui a créé l'atrazine n'est absolument pas responsable de la pollution qui a été induite. En gros, elle s'abrite derrière l'autorisation qui a été donnée par les organismes de santé en disant oui, vous pouvez vous servir de ça. Alors, il n'y aurait-il pas la possibilité de rendre responsables les gens qui sont à l'origine des pollutions? Alors, vous soulevez évidemment bien des problèmes. Il est clair que quand on achète un lait pas cher dans un supermarché, ce lait pas cher nous coûte très cher. Parce qu'il y a tous les coûts que vous évoquez là. Les coûts pour notre santé, vous, moi, nos auditeurs, les coûts sur notre santé plus tard ne sont pas payés quand on fait un choix d'acheter un lait pas cher ou plus cher dans un supermarché. Il se fait après et il est différé. Puis ensuite, vous avez des séries de coûts qui sont globaux pour l'ensemble de la société, qui effectivement ne sont pas comptabilisés. Donc il y a déjà un premier problème pour le consommateur de pouvoir éventuellement, le plus objectivement possible, c'est-à-dire en meilleure connaissance de cause, pouvoir faire des choix quand il fait des choix de consommation, de pouvoir acheter un produit en connaissant les véritables coûts. Pour l'instant, je dirais que par rapport à ça, on n'a guère que le label bio, qui permet éventuellement de se dire, bah oui, quand j'achète un produit bio, je l'achète plus cher, mais j'aurai moins de coûts négatifs plus tard, une haute probabilité. Et puis, il y a la responsabilité, évidemment, en amont des entreprises qui produisent les produits pesticides et les autorisations de mise sur le marché. Alors là, le problème que vous soulevez, c'est que dans ces commissions en question, on a besoin d'experts qui connaissent bien effectivement les molécules en question, qui connaissent bien la physiologie du corps humain, qui connaissent bien les mécanismes écologiques de notre environnement et de comment on fertilise ou pas des algues vertes sur le littoral. Et ces experts donnent leur avis. Le problème, c'est que dans la plupart de ces commissions, que ce soit en France ou que ce soit à l'échelle européenne, eh ben, il est fréquent que pour trouver des experts, on va aller chercher les experts des multinationales en question. Et donc on appelle ça le problème de l'éventuel conflit d'intérêts. Quand l'expert donne son avis pour des commissions avant l'autorisation de mise sur le marché, l'expert en question, est-ce qu'il répond très objectivement en tant que scientifique à la question qui est posée, ou est-ce qu'il est déjà piégé par le fait qu'une réponse qui ne serait pas favorable à la multinationale qui le paye, ça lui vaudrait quand même quelques ennuis. Il est juge et parti. Il est juge et parti, et ça, c'est quand même gravissime. Aujourd'hui, beaucoup de cas, vous savez que le débat, vous avez cité le glyphosate, le Roundup, quand c'est la marque Monsanto, à l'échelle de l'OMS, c'est considéré évidemment comme un cancérigène probable, et l'ANSES, enfin la commission qui évalue ça à l'échelle européenne, continue de vouloir dire que c'est un cancérigène improbable. Et il y a là vraiment très clairement et très marqué, ça a quand même été mentionné, on a regardé qui sont les experts en question, on voit qu'effectivement il y a des experts qui sont jugés partis. Oui, alors c'est une situation qui est dramatique parce que, en fin de compte, il faut quand même dire que c'est un cycle qui se répète constamment. C'est-à-dire, prenons l'exemple du Roundup. Admettons que l'on arrive à établir de façon formelle que le Roundup soit cancérigène. Bien sûr, on pourrait très bien imaginer que ça ne soit pas le cas, mais c'est l'évolution naturelle des publications, des constatations, etc. Donc imaginons qu'on puisse établir ça, ça sera trop tard. Parce que le glyphosate est déjà présent dans les eaux, dans beaucoup d'eau de nappes phréatiques et ainsi de suite. Alors c'est un peu comme le cas de l'atrazine, on s'en rendu compte trop tard, mais parfois de façon décalée, parce qu'aux États-Unis 76 et en Martinique 93. Alors il se trouve que les experts américains ont décidé que c'était dangereux, et par contre les experts français ont attendu très longtemps, entre 1976 et 1993. Alors, je voudrais, professeur Dufumier, embrayer sur ce que vous avez dit sur le lait, en recommandant à nos lecteurs
un livre récent qui vient de paraître, qui est de Madame Véronique Richer-Le Rouge, dans les éditions du Nouveau Monde, et ce livre s'appelle « La vache qui pleure. Retour au nez naturel, une question de santé ». Alors, je vais juste, avec votre permission, parce que c'est quand même votre émission, vous êtes notre invité, mais je pense que ce texte appuiera votre propos. La page de couverture de ce livre dit la chose suivante. Le lait industriel colonise nos hypermarchés. Un ersatz, dit lait stérilisé UHT, appauvri et indigeste. C'est ce lait industriel. À l'insu du consommateur, ce produit à l'apparence inoffensive est déjà transformé, matraqué par de trop hautes températures et standardisé. Il est vidé de ses substances nourricières qui valent plus cher en pièces détachées vendues à l'industrie agroalimentaire, cosmétique, automobile, textile et pharmacie. Les excédents finissent en poudre de lait recyclé dans des produits industriels. Le fourre-tout de la filière laitière et de la chimie. Et ainsi de suite. Et les fermiers sont à l'agonie parce que on interdit en particulier le lait cru, ou l'on dissuade la vente du lait cru. Et la conclusion, c'est à l'appui de solides études scientifiques, l'auteur révèle que le lait cru, interdit presque partout, aide à lutter contre les formes d'allergie en renforçant le système immunitaire des jeunes enfants et des femmes enceintes. Il est vivant et nutritif, une vérité qui dérange ceux qui font commerce du lait industriel. Bon, voilà un exemple de livre qui fait un bilan. Et bien sûr, si vous voulez, et ça devient presque une opération clandestine d'aller acheter du lait de ferme à un agriculteur. Il ne pourra pas vous le vendre parce qu'il est dans l'obligation d'avoir des normes d'un laboratoire en acier inoxydable pour pouvoir faire ce genre de consommation. Donc, en fait, on oriente toutes les personnes à acheter du lait en supermarché, et la plupart du temps, on voit une floraison de lait avec des additifs de vitamines, c'est du lait qui n'est plus du lait naturel. Et le lait, même entier, pasteurisé, est déjà dur à trouver. Quant au lait cru, il faut vraiment aller le chercher. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Dufumier ? Alors, c'est là aussi une longue histoire. D'abord, parce qu'on a fait dans génétique animale la même chose que dans la génétique végétale. Quand j'étais jeune agronome, la sélection des vaches laitières, elle se faisait encore à l'époque sur la production, on va dire, de lait, le litrage de lait par vache. Et on a sélectionné des variétés, donc des races donc, de vaches hautement productives de lait. Mais on a découvert un peu sur le tard, que ce lait, c'était de l'eau. C'est-à-dire, à l'époque, quand moi j'achetais du lait chez le commerçant, on craignait que le lait soit coupé par le commerçant qui mette un peu d'eau dans le lait pour en vendre un peu plus au moindre coût. En fait, dès la sélection, on a fait des laits qui étaient moins riches en matières grasses, moins riches en protéines et d'autres. Et une partie de ces laits, le jour où la France est devenue excédentaire, on a été contraint de le déshydrater pour exporter, et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, l'exportation de poudre de lait, donc d'un lait déshydraté. Vous voyez que produire beaucoup d'eau pour ensuite déshydrater cette eau, et il reste qu'un sous-produit qui est la poudre de lait, c'était pas génial. Et là, je pense qu'on a déjà commis de très graves erreurs. Mais effectivement, aujourd'hui, ce lait en question devient une matière première pour faire des quantités de produits différents, pas forcément faire du lait même UHT. Et puis, très régulièrement, les industries craignant, il faut être honnête, notamment les industries de transformation, les industries laitières, craignant les listérioses ou les salmonelloses, etc., ont demandé à ce que le lait soit pasteurisé. Et on est évidemment aujourd'hui en train de découvrir que très fréquemment, les listérioses, par exemple, interviennent assez rarement dans un fromage au lait cru, les quelques fromages au lait cru qui nous restent en France, parce que justement, dans ces fromages au lait cru, je vais vous dire, on a maintenu une biologie du lait dans laquelle il y a des listérias non pathogènes qui parviennent à neutraliser les listérias pathogènes, celles qui peuvent nous amener des maladies. Savez-vous que peut-être dans un repas sur 15, nous ingurgitons une de ces listérias qui pourrait nous rendre malades. Heureusement, nous n'avons pas les listérioses tous les 15 repas. La raison en est que dans notre alimentation, à partir du moment où il y a d'autres microbes qui viennent concurrencer le microbe pathogène, celui qui peut nous apporter la maladie, ils se retrouvent neutralisés.
Et finalement, on découvre aujourd'hui que pour notre santé, pour notre alimentation et autres, l'idée, là encore, c'est un peu comme dans les champs où il n'y a que du blé, pas un coquelicot, rien. C'est un écosystème extrêmement fragile. Eh bien, il en est pareil de notre faune intestinale, on appelle ça le probiote aujourd'hui. Quand on stérilise tous les aliments, quand on effectivement, on devient beaucoup plus vulnérable à une éventuelle attaque quand un microbe pathogène se retrouve sur un terrain quasiment dénudé de tout concurrent. Là, il commence à proliférer et ça peut être fatal. Alors, c'est assez stupéfiant, vivant très souvent entre la France et les États-Unis ou le Canada. Bien entendu, j'ai des visiteurs venant d'outre-Atlantique. Une grande partie d'entre eux tombent malades assez rapidement en mangeant de la nourriture française et des fromages, ce qui est quand même assez stupéfiant, et on découvre que les fromages qu'on trouve outre-Atlantique sont tous stérilisés, et il faut vraiment aller chez des commerçants extrêmement spécialisés pour pouvoir trouver, un Roquefort par exemple, mais c'est extrêmement difficile à trouver outre-Atlantique. Mais là-dessus, si vous voulez, même chose, lorsque les Américains vont dans des pays du tiers-monde, ils sont instantanément malades à cause d'une alimentation chez eux qui est trop propre, entre guillemets, c'est-à-dire trop stérilisée. Et la question est évidemment, on va se dire, est-ce que c'est finalement nous qui avons tort, c'est-à-dire nous mangeons des produits qui sont un peu trop infestés de bactéries diverses, mais je pense qu'au contraire, c'est important que notre organisme ait cette diversité pour pouvoir vivre plus longtemps, parce qu'un organisme qui est stérile, qui vit dans des conditions stériles, est complètement affaibli. Enfin, ça, c'est quelque chose de médical, je pense. Alors, il est clair que pour avoir une faune intestinale diversifiée et pouvoir éventuellement résister nous-mêmes spontanément à l'apparition de parasites et de microbes pathogènes dans notre alimentation, le mieux est très clairement, d'abord, ça c'est la première règle, une alimentation diversifiée. Ne pas répéter tous les jours la même alimentation et bien équilibrer les calories, les protéines, les fibres, les antioxydants et évidemment un bon produit, disons un produit bio qui lui sera assuré de ne pas avoir des hormones, des antibiotiques, parce qu'il y a aussi le problème des antibiorésistances. Mais alors, pour revenir aux questions de lait, eh bien, bien sûr, c'est la fameuse race de Holstein, la prime Holstein, qui est une espèce de monstre et qu'on voit partout et qui en fait élimine peu à peu toutes les vieilles races de vaches classiques. Et en fin de compte, le critère de sélection, c'est la quantité de litres de lait produit. Alors qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir la quantité de crème présente dans le lait, la quantité de tous les produits qu'on trouve dans le lait, et savoir simplement ce produit. Vous venez de nous dire, professeur Dufumier, que essentiellement c'était ce critère qui a été utilisé, ce qui est un peu triste en quelque sorte. Alors on commence à corriger, mais en génétique animale, il y a une inertie bien plus forte qu'en génétique végétale. Quand c'est une plante annuelle, on peut recommencer des expériences et corriger le tir en sélectionnant sur d'autres critères dès l'année suivante. Quand c'est des vaches qui ont déjà été sélectionnées sur un critère, pour pouvoir sélectionner leur descendance sur un autre critère, et un critère y compris qui a été abandonné antérieurement, je veux dire rectifier le tir, c'est-à-dire revenir à sélectionner des laits sur la matière en protéines en particulier, matières grasses et autres, c'est quand même très lent. Alors on commence à corriger le tir, mais entre-temps, vous avez raison, il y a des races, il y a des gènes qui ont disparu. Alors est-ce que ça serait vrai de dire qu'une partie des cheptels bovins, ovins et porcins français est en voie d'être éliminée? Alors, il y a des races qui ont disparu, et quand c'est des races animales, si même il reste quelques individus qui existent, on ne peut pas reconstituer proprement parler une race. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'utiliser leur sperme, afin de permettre de se reproduire sur d'autres races, pour que au moins les gènes puissent se diffuser et proliférer dans d'autres races en question, des caractéristiques particulières. C'est ce qu'on est capable de faire, mais des races animales, certaines races animales ont déjà disparu. Oui, et alors c'est absolument affolant, parce que, en fait, si on regarde les mœurs agricoles d'élevage, eh bien, vous avez, au lieu de laisser comme ça se faisait autrefois,
On voit ça encore en Espagne, dans des régions reculées comme l'Aragon. De laisser le taureau dans un champ où il y a des vaches et de laisser faire la nature, eh bien le taureau nageait jamais en contact avec les vaches. On l'installe sur un appareil qui est une espèce de destiné à extraire son sperme de toutes les façons possibles, y compris par des stimulations électriques, et la pauvre bête se voit littéralement vidée de son sperme, et c'est ce sperme qui est réinjecté par une fécondation in vitro, pas tout à fait, mais enfin une fécondation artificielle oui. Aux vaches. Et bien entendu, c'est le même taureau qui sert à féconder toutes les vaches, parce que bien entendu, il a été sélectionné comme étant un reproducteur le plus par exemple, lorsqu'il s'agit de viande, le plus lourd possible, et ainsi de suite. Et on arrive ainsi à une espèce de disparition programmée de la diversité animale. Et même donc une moindre biodiversité au sein même de chaque race, c'est-à-dire on commence à avoir de la consanguinité, parce qu'en fait un taureau, on lui retire les spermes, mais on va sélectionner ce sperme pour la reproduction qu'après avoir regardé l'efficacité de ses descendantes, les vaches. Oui. Donc on regarde les vaches et la production laitière de ses descendantes, et si on voit que finalement les descendantes produisent beaucoup de lait, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le sperme. Le taureau, lui, est déjà mort, mais on a des réserves de sperme. Absolument. Et du coup, ce même sperme va servir à féconder un très grand nombre de vaches dans les troupeaux. Et donc, il commence à y avoir de la consanguinité, enfin de l'inceste, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que le même sperme peut féconder la vache, sa fille et d'autres. Et donc, non seulement il y a des disparitions des races, mais au sein de chacune des races, il commence à y avoir de plus en plus de consanguinité. Ça peut commencer à devenir effectivement dangereux, mais ce n'est pas tout. Et contre-productif. Vous avez le clonage. Le clonage est une méthode aussi pour accélérer le processus. Oui, alors du coup, on va finir par avoir la même vache clonée 50 fois, la même famille de taureaux et ainsi de suite. Et à la fin, il suffira d'une maladie, d'une épizootie ou quelque chose comme ça pour tuer. Oui, donc pareil pour les animaux comme pour les végétaux. Quand on a un monde qui est trop homogène, il suffit qu'apparaisse une maladie à un endroit, ça prolifère sur la totalité du troupeau. Vous savez, vous avez ça déjà avec les volailles et les... Oui. Alors, c'est là où on arrive à une deuxième chose, c'est-à-dire nous avons beaucoup parlé des céréales, ou du blé, du maïs, un peu du maïs, mais sur les animaux, eh bien entendu, on utilise des produits aussi pour éviter que les animaux soient victimes parfois de leur concentration lorsqu'il s'agit de volailles ou de porcs, ou parfois, disons, de leur faiblesse consanguine lorsqu'il s'agit de vaches, c'est les vétérinaires qui injectent des antibiotiques. Alors, la masse d'antibiotiques utilisée pour les volailles, par exemple, est devenue absolument phénoménale. Et l'élevage porcin, on parle que sur un porc breton, si le porc breton, parce que c'est probablement en Bretagne qu'il y a le maximum d'élevage industriel, eh bien, reçoit jusqu'à 30 piqûres, peut-être davantage. Oui, on appelle ça les élevages hors sol, donc d'animaux qui sont confinés dans un espace totalement fermé, les uns à côté des autres, tassés. On fait tout pour qu'ils ne bougent pas, parce que comme ça, ils ne dépensent pas d'énergie, et donc l'engraissement est beaucoup plus rapide. Et ensuite, c'est des animaux totalement apparentés. Donc effectivement, la grande crainte, quand vous avez beaucoup d'animaux confinés dans un espace restreint, c'est qu'une maladie apparaisse à un endroit, ça se propage comme une traînée de foudre, jusqu'à l'autre bout du poulailler, jusqu'au l'autre bout de la porcherie. Et du coup, pour éviter ça, eh bien, à titre souvent préventif, on essaie de se prémunir contre un certain nombre de microbes en injectant des antibiotiques. Le résultat, c'est que notre viande riche en antibiotiques développe chez nous des antibiorésistances, c'est-à-dire à savoir qu'un jour, nous, quand on a besoin de se faire soigner avec un antibiotique, eh ben, il n'a plus les effets escomptés parce que nous avons déjà développé des antibiorésistances. Il est déjà sans effet. Oui, nous mangions des antibiotiques déjà depuis si longtemps que ça n'a plus aucun effet. Oui, alors c'est là où on se rend compte d'une chose. Vous allez voir un médecin. Vous avez par exemple, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, une angine. Une angine, c'est typiquement une infection bactérienne
qui se soignent par antibiotiques. Et le médecin va vous dire surtout, je vous donne pas plus d'une semaine d'antibiotiques ou éventuellement 15 jours à titre exceptionnel, mais si j'en donne davantage, eh bien j'aurai l'ordre des médecins, l'assurance maladie qui va me poursuivre parce que je fais des ordonnances où il y a trop d'antibiotiques. Mais ce sont des quantités infinitésimales par rapport à celles qui sont administrées aux animaux d'élevage et sans aucune limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part un ordre des médecins, il faudrait un ordre des vétérinaires, je sais, peut-être que ça existe, je ne sais pas, mais qui dirait aux gens, écoutez, arrêtez avec les antibiotiques parce que ce sont la seule chose qui semble limiter les antibiotiques vétérinaires, c'est leur coût. Oui, encore une fois, la recherche d'une production industrielle à grande échelle, dans un espace confiné, standard, en se prémunissant à l'avance d'éventuelles maladies qui pourraient apparaître. On est capable de produire très peu cher et ça nous coûte exagérément cher et on parvient pas, sauf les produits labellisés bio, on va dire, et là, il faudra regarder exactement, mais le consommateur ne parvient pas à faire en sorte que, en amont, on produise autrement. Et je pense quand même qu'il va y avoir un rôle considérable du consommateur pour dire, écoutez, les produits issus d'agriculture industrielle, on n'en veut plus. Nous, ce que nous voulons, c'est des produits. Et à ce moment-là, je vais vous dire, c'est nécessairement des produits labellisés avec un label et des certificats. C'est là où la chose devient intéressante parce que vous parlez du consommateur, mais il faudrait déjà que le consommateur soit informé. Et en particulier pour les énormes quantités de résidus antibiotiques qui sont présents dans les volailles industrielles, dans le porc industriel, dans le jambon, apparemment, comme je dis, il n'y a pas de limite qui soit mise sur la présence de résidus d'antibiotiques dans certains produits porcins qui, à la limite, sont presque des médicaments à un certain niveau. Je ne parle pas des autres, des sels, des nitrates et ainsi de suite qui sont présents pour les conserver. Alors c'est là où je vois quelque chose d'intéressant qui sera peut-être, parce que nous arrivons peu à peu à la coupure médiane de cette émission, puisque, comme vous le savez, elle se passe en 2 battements d'1h30, eh bien, nous arrivons peu à peu à ce qui va nous occuper beaucoup pendant la deuxième partie, c'est-à-dire la naissance et le développement de l'agriculture biologique. Nous avons, surtout dans cette première partie, fait une espèce de vaste panorama de l'agriculture industrielle en montrant ses défauts vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la santé des consommateurs, et sur le fait que c'est un modèle qui a atteint ses limites. Mais dernièrement, tous ceux qui ont lu la presse ont vu la fureur des éleveurs porcins, des éleveurs de porcs bretons, parce que leurs porcs, ils veulent qu'ils soient achetés 1,50 € au kilo, et le marché ne leur donne qu'1,40 €. Bon. Eh bien, ce qui se passe, c'est si vous allez dans le sud-ouest, vous avez une production de qualité qui s'appelle le porc noir de Gascogne et qui présente la particularité extraordinaire pour un cochon d'être élevé en plein air. C'est-à-dire vous avez effectivement des cochons qui sont au champ, comme ça se faisait autrefois. Et je me souviens d'avoir émis l'idée que dans certains endroits, les cochons seraient mieux dans les champs, être entendu dire, mais ça n'existe plus nulle part, ou peut-être il faudrait aller en Asie, où vous savez, les cochons noirs courent dans les villages. Oui, le cochon corse. Ou en Corse, c'est une espèce de on ne sait pas si on a affaire à un cochon ou un sanglier ou un hybride des deux, mais enfin, ils se baladent dans la nature. Et évidemment, le résultat, c'est que la viande qui est fournie par cet animal est sans comparaison. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, ce que vous avez des produits de porc noir gascon élevés en plein air, eh bien, vous avez la surprise de voir au kilo, ce n'est plus 1,50 €, c'est vendu à la base 15-20 €, c'est parfois aussi cher que de la viande de bœuf. Et ce ne serait-ce pas une solution d'essayer de convertir les gens à ce système? Alors, le porc noir, comme le jambon de Bellota en Espagne, eh bien, il faut vraiment le commander pour en avoir. C'est-à-dire, c'est un produit
que les gens consomment en se le réservant, en quelque sorte. Tandis que le porc breton, avec 1,50 € le kilo, c'est difficile d'arriver à une qualité appréciable. Alors, vous le savez peut-être, mais quand on regarde, en oubliant momentanément les coûts environnementaux et sanitaires, en ne faisant qu'un calcul en termes monétaires, pour déjà les 2/3 de l'excédent de la balance commerciale extérieure de la France, ce sont des produits de terroir. C'est donc les jambons de Bayonne, c'est les fromages, c'est le camembert ou les crus, camembert de Normandie, c'est le roquefort, c'est le comté, c'est les produits d'appellation d'origine protégée. De qualité. De qualité. Et le dernier tiers représente pour l'essentiel aujourd'hui des céréales qui pour l'instant se vendent encore pas trop mal. Mais il est clair que pour les producteurs de cochons standards, pour les producteurs de volailles de 40 jours, type, vous savez, les poulets qu'on qualifiait doux, Tilly et autres, pour les céréales à peine panifiables qu'on exporte vers l'Algérie et l'Égypte, pour la poudre de lait qu'on prétend vouloir exporter vers la Chine, la France en tant que telle, la France des 1001 terroirs, si elle prétend pouvoir être compétitive en termes strictement monétaires sur les produits à grande échelle, standards, matières premières, il est clair, ne peut pas être compétitive. Un sucre de betterave, sous le nuage du bassin parisien, ne peut pas être compétitif avec la canne à sucre brésilienne pour fabriquer de l'éthanol. Le lait breton, même si les éleveurs investissent dans des robots de traite et autres, leur poudre de lait ne pourra pas être compétitive pour être exportée vers la Chine, avec la poudre de lait de Nouvelle-Zélande, plus proche de la Chine, avec là-bas des herbes, des vaches qui sont strictement à l'herbage, et où l'herbe pousse y compris l'hiver. On n'est pas obligé de faire de réserve de foin, d'ensilage et autre chose. Nos céréales, à peine panifiables, le club des 100 quintaux du pays de Caux, exportées vers l'Égypte et l'Algérie, ne peut pas être compétitive avec des blés qui ne sont qu'à 30 quintaux aujourd'hui dans des fermes de 10 000 hectares en Ukraine ou en Roumanie. Et pareil pour les poulets qui étaient élevés avec du maïs et du soja brésilien en Bretagne. Comment voulez-vous que ces poulets ne pouvaient pas être compétitifs avec des poulets brésiliens? Donc, y compris en termes monétaires, parce qu'il faut quand même regarder la condition des agriculteurs et la crise agricole que vivent aujourd'hui les éleveurs, qui s'interrogent, mais qu'est-ce que je fais? Alors j'investis dans un robot de traite ou pas? Est-ce que je vais être compétitif là pour les 30 ans qui viennent? Eh bien, effectivement, c'est dramatique, même en termes monétaires, notre agriculture industrielle, c'est un très mauvais choix. Alors, en fait, comme nous l'avons dit, nous aurions tort de mettre la faute sur les agriculteurs, parce que les agriculteurs sont en général ligotés par un certain nombre de mots d'ordre. Ils font ce que leur indique la coopérative, c'est-à-dire si la coopérative dit il faut semer du tournesol, ils vont semer du tournesol et ainsi de suite. Et en fait, la coopérative, je présume, eh bien, se rallie aux directives européennes. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, d'abord, la coopérative ne mérite même plus le nom de coopérative, puisque les coopérateurs n'ont plus la voix au chapitre, ce n'est plus la propriété des agriculteurs, et c'est bien elles qui dictent les itinéraires techniques, dans notre jargon, des agriculteurs ou des éleveurs, et éventuellement en anticipant ou en prenant en compte effectivement les considérations politiques, dont la politique agricole commune, qui effectivement a beaucoup influé sur les choix de production et les choix de technique. Par des subventions. Alors autrefois, c'était par les prix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, pour l'essentiel, par des subventions. Alors il est clair que les subventions ont stipendie le cas d'un paysan qui sème du maïs pour ne pas le récolter, pas simplement parce qu'il a une subvention à l'hectare. Enfin bon. Alors effectivement, on est arrivé progressivement à une politique de subvention qui était une aide compensatoire à la baisse de revenus quand on a demandé à nos agriculteurs de vendre au prix du marché international. Autrefois, c'était des prix protégés par des droits de douane ou des subventions à l'export. Le jour où on leur a demandé de s'aligner sur les prix internationaux, il y a eu une baisse de revenus et les subventions étaient considérées comme des aides compensatoires aux revenus. Mais donc, si vous aviez beaucoup de blé, beaucoup de surface autrefois récoltée en blé, ben aujourd'hui, on vous donne beaucoup de subventions. Et si vous ne faisiez que des fruits et légumes sur de très faibles surfaces, aujourd'hui, vous n'avez que très peu de subventions. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des subventions qui vont plutôt aux riches agriculteurs, qui vont très peu à ceux qui ont de très faibles surfaces et qui ont perdu
quasiment tout caractère incitatif. On vient de rétablir des conditions environnementales, c'est-à-dire de conditionner telle subvention vous sera remise que si vous respectez telle condition environnementale. La subvention à la vache corse, par exemple. Mais oui, par exemple, mais les subventions aux zones défavorisées, ça a vraiment un sens et je suis très pour. Mais parfois, c'est des conditions environnementales qui ont été définies depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 28 pays. Je vais vous dire, soit c'est contre-productif, soit c'est, pour que ce soit homogène à l'échelle de la nation, on a des conditions qui sont vraiment pas rigoureuses. Donc, effectivement, il nous faudra revoir notre politique agricole commune pour que les millions, enfin, c'est les milliards, 9 milliards d'euros annuels pour 300 000 fermiers en France, retrouvent un caractère incitatif. Et moi, je proposerais qu'au lieu de dire c'est des subventions qu'on donne à des agriculteurs mendiants, que ces 9 milliards d'euros du contribuable européen servent à rémunérer les agriculteurs pour des bons produits, bio par exemple, et pour des services environnementaux d'intérêt général. Là, des agriculteurs, droit dans leurs bottes, seraient rémunérés en fonction du service rendu. Eh bien, professeur Dufumier, nous allons nous interrompre momentanément parce que cette émission s'arrête au bout d'1 heure et demie et nous allons redémarrer dans quelques minutes pour parler d'une des choses qui est la conclusion logique de la suite de cette émission, c'est-à-dire après l'agriculture industrielle, il nous faut une agriculture biologique. Alors, je ne dis pas qu'on va faire parler uniquement d'agriculture biologique dans la deuxième partie de cette émission, mais ça sera la dominante. Je remercie nos auditeurs de rester en ligne pour reprendre la suite de cette émission dans quelques minutes.